Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Donc, je vais très rapidement céder la parole à notre intervenant, que je vais présenter succinctement. Donc, M. Sébastien Lepers, qui nous fait le plaisir de faire une conférence sur l'institution dans laquelle il travaille, qui est la Cour des comptes. Il est conseiller référendaire à la Cour des comptes, et puis surtout expliquer comment il est arrivé en partant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à cette institution parisienne qui est une institution qui a le rôle de contrôle de l'État. Donc une présentation qui a vocation d'ailleurs à être interactive, qui permettra de poser les questions qui vous viennent dans la tête. Voilà, donc encore merci pour cette intervention et puis place aux échanges. Oui, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là présent ce soir sur invitation de M. Charles Projet. C'est un plaisir en fait pour moi de venir ici à l'Université de Nouvelle-Calédonie, de pouvoir échanger avec vous toutes et tous. Donc, bienvenue, vous pouvez même descendre, hein, il y a encore de la place en bas. Celles et ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Oui, vous m'entendez là, tout, même au fond, ça va? Peut-être que... Là, c'est mieux. Là, il y a une différence. Alors, je ne sais pas comment aborder, en tout cas, je vous invite à m'interrompre. Hein, je crois qu'il y a un podcast qui est prévu, mais... pour celles et ceux qui sont là, ils ont quand même l'avantage d'être présents ici, en face, donc vous aurez l'occasion en fait, de me questionner, n'hésitez pas de le faire à tout moment. Alors ce que je veux peut-être présenter avant tout, c'est peut-être l'idée de pourquoi rejoindre la fonction publique, qu'on a fait sa scolarité à l'île des Pins. Je crois que le titre est évocateur de l'île des Pins à la Cour des comptes. C'est qu'il y avait derrière une volonté de servir l'intérêt général avant tout. Je pense qu'il faut avoir une vocation, une fibre à vouloir servir l'intérêt public, l'intérêt général. On ne rentre pas dans la fonction publique pour finalement être simplement fonctionnaire. C'est derrière une variété de métiers, il y a environ 400 métiers, en fait, tous les métiers que vous avez dans le secteur privé, vous l'avez également dans le secteur public. Mais il y avait vraiment cette vocation, ce sens de l'intérêt général, de servir du service public. On s'était posé la question, peut-être, je sais qu'il y a des étudiants du master 1 ou 2 de droit public qui sont là parmi nous, et droit privé. Peut-être qu'il y a une réflexion à apporter sur le fait de pourquoi intégrer en fait, la fonction publique, parce qu'à fortiori, lorsqu'on poursuit ce master, c'est peut-être pour tenter des concours d'intégration, pour rentrer dans la fonction publique, et derrière, il y a vraiment c'est donner du sens à sa vie. J'avais eu l'occasion de pouvoir, avec les études que j'avais fait réaliser, de rentrer dans le secteur privé. Mais finalement, je m'étais posé la question, tiens, mais pourquoi intégrer le secteur privé, aller enrichir des actionnaires et un directeur général que je ne connaissais pas, parce que j'avais bon nombre d'amis, j'étais un master 2 un institut d'administration des entreprises Paris-Est et Marne-la-Vallée, et puis bon nombre d'amis rejoignent Microsoft ou IBM, et puis bon, je me disais, M. Bill Gates, je ne le connais pas personnellement, alors que le citoyen de tous les jours, je le connais. Ma famille, je la connais, et l'entourage, enfin, je les connais très bien, et pourquoi pas finalement servir leur intérêt général plutôt que un intérêt particulier. Mais ça, voilà, ça c'est cette vocation qui était fermement ancrée en moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré en premier lieu l'école du commissariat de l'air, si ça ne veut pas, en fait, le commissariat de l'air au sein du ministère de la Défense pendant 17 ans, avant ensuite intégrer par le biais d'un concours interne
la Cour des comptes en qualité de magistrat financier. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, quel est le quotidien d'un haut fonctionnaire, en fait, hein, quand vous intégrez en fait, un ministère, quel est-il? Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à la vie de tous les jours que vous pourriez peut-être avoir en intégrant le secteur privé? En fait, la vie d'un haut fonctionnaire, elle n'est pas différente de celle d'une personne qui travaillerait dans un siège en fait, d'une grande entreprise du secteur privé. Vous êtes dans une grande organisation soumise à une hiérarchie hein, qui exige de vous une rigueur d'analyse, de la discipline, hein, de pouvoir réaliser votre travail, de faire votre travail en toute autonomie, en essayant en fait, de pouvoir rédiger des notes de synthèse sur ce qu'on vous a demandé de faire, de finalement répondre aux différentes directives hein, qui proviennent du cabinet du ministre, qui proviennent du cabinet du Premier ministre, qui proviennent même plus haut, du président de la République, ou même de votre hiérarchie directe, hein, de proximité, votre N+1, sur divers éléments en fait, de votre portefeuille d'activité. Donc ça exige de vous une réactivité, une certaine agilité dans votre manière de rédiger, de rassembler, de mobiliser des connaissances hein, en vue de pouvoir répondre et faire des propositions, propositions de valeur ajoutée dans votre analyse du dossier. Et ça, vous le faites, vous êtes, on appelle ça officier traitant en état-major. Enfin, l'état-major dans l'armée de l'air, c'est une sorte de direction centrale, direction générale, siège, et derrière, vous devez vous efforcer de créer de la plus-value, de la valeur ajoutée hein, dans vos analyses des différents sujets. Alors ça, je pense qu'il faut sortir en fait du mythe hein, du fonctionnaire, du haut fonctionnaire peut-être froid et rigide. Vous avez aussi une vie qui est intéressante parce qu'elle est faite d'équipes de bureaux, sections, sous-direction, services. Enfin, vous rentrez dans une superstructure. Hein, parce que j'étais à la direction des affaires financières du ministère de la Défense. C'était 230 personnes. Donc 230 personnes, c'est quand même pas mal de monde, hein, organisé en différentes sous-directions, bureaux, sections. Et ça vous apprend aussi à agir, à travailler, à vous intégrer dans une équipe, travailler donc, sur plusieurs disciplines. Bien sûr le droit en premier lieu, mais aussi l'économie, pour avoir quand même certaines notions d'économie, et pour ce qui me concerne, les finances publiques, et puis c'est avoir aussi cette capacité d'analyse. Je pense que M. Froger, pour les élèves qui sont présents, peut-être que derrière on vous demande de pouvoir structurer votre pensée et de pouvoir en fait faire appel, de mobiliser des connaissances sur divers sujets en essayant d'être le plus exhaustif possible et de vous référer à différentes jurisprudences, à différents articles de droit. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, lorsque j'ai intégré, alors là, je vous ai parlé beaucoup du ministère des Armées, je suis parti dans bien sûr, la séance des questions-réponses, mais après, j'ai changé, en fait, lorsque j'ai acquis ce statut de haut fonctionnaire, c'est lorsque j'ai intégré, je changeais de statut de corps, si je puis dire, c'est du corps de commissaire de l'air à celui de corps de magistrat, de l'ordre administratif, ce qu'on appelle communément le magistrat financier. Magistrat financier, donc en 2016, j'ai intégré la 7e chambre de la Cour des comptes, la chambre qui traite de questions
relatives au secteur d'agriculture, de transport et d'environnement. Donc ça, c'était un fait nouveau. Donc j'avais une expérience d'audit, d'audit interne, et là, il me fallait être magistrat, alors dans tous ses aspects. Il fallait examiner la gestion d'établissements publics. C'est le cas des 3 établissements publics à caractère national administratif que j'ai contrôlés, qui sont des parcs nationaux. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais un parc national, le parc national des Écrins, du côté de Gap. On va voyager un peu, le parc national de la Réunion, là, on part dans l'océan Indien, et le parc national de Porquerolles, dans le département du Var. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on attend de vous une démarche assez large, c'est-à-dire d'analyse, c'est de pouvoir rédiger un rapport d'une centaine de pages, mais de pouvoir analyser aussi bien la stratégie de l'établissement public, pour voir si elle est cohérente par rapport aux objectifs ministériels, aux objectifs de l'État, de protection de la biodiversité, de développement des territoires. Vous allez aussi analyser la commande publique, donc ça c'est important, les marchés publics, savoir que si les règles d'achat sont respectées, il ne s'agit pas de favoriser certaines entreprises et faire supporter le coût des achats d'établissements publics donc contribuables aux citoyens qui, voilà, finalement, y perdent. Vous allez aussi vous intéresser à tout ce qui est indemnité des ressources humaines, l'attribution des indemnités. Parce que lorsque vous êtes un opérateur, un établissement public à caractère administratif, vous avez un propre conseil d'administration, vous avez une direction générale, on peut imaginer que certaines indemnités sont votées, attribuées, pas forcément dans les règles attendues administratives, donc ça va m'intéresser au premier chef. Vous allez vous intéresser aussi à l'équilibre budgétaire, parce que vous avez un budget annuel respecté avec une politique d'investissement, une politique de fonctionnement propre de l'entreprise. Par exemple, lorsque vous avez des véhicules de fonction, de service, vous vous intéressez à comment ils sont attribués, comment voilà, ils sont utilisés. Voilà. Donc, vous voyez une palette assez large. Il faut de vous être assez généraliste, parce que vous allez vous intéresser donc, à l'exécution du contrat d'objectif de performance, à tout ce qui va toucher la stratégie, aux ressources humaines, comme je l'ai dit, à la commande publique, aux règles financières. Et donc, il vous faut faire le grand écart. Et ça, de manière très rapide, puisque après, vous devez passer devant le délibéré, devant une collégialité, et défendre vos positions. Parce que votre rapport, ensuite, devra être adressé durant la phase contradictoire au personnel contrôlé, audité, pour qu'il puisse émettre, formuler des recommandations, enfin pas des recommandations, des remarques, des observations. Et après, vous les intégrerez ou pas durant le deuxième délibéré pour savoir si les remarques étaient pertinentes ou pas. Pour améliorer votre rapport, il peut y avoir de l'insincérité, il peut y avoir aussi des remarques de mauvaise foi. Et ça, c'est à vous en fait, de le démontrer devant la collégialité. Et cette collégialité, en face, sont des conseillers maîtres, des conseillers, des magistrats seniors, qui ont tous occupé des fonctions dans l'administration, à des postes de très haut niveau, donc qui ont cette expertise que vous n'avez pas forcément, vous êtes beaucoup plus junior, vous venez, vous êtes généraliste, donc dans 80% des cas, c'est assez bienveillant, mais bon, vous pouvez dans ces salles de délibéré, puisque vous y restez des heures, vous restez 8-9 heures dans une salle de délibéré, donc elles portent tous un nom d'un des conseillers de Napoléon, je les connais. Je vous invite à les parcourir si vous le souhaitez. Mais il y a la salle Molienne, Cambacérès, Lebrun et Barbé-Marbois. Donc vous pouvez chercher donc, des conseillers éminents de Napoléon. Puisque la Cour des comptes, vous le savez tous, je vous le rappelle, a été créée par Napoléon en 1807. C'est une vieille administration. C'est une administration à la française. Il y a un palais qui a été construit en 1880 parce qu'avant, la Cour des comptes était logée
Palais d'Orsay, à la commune, la cour a brûlé, et elle a dû être construite entre 1880 et 1900, et voilà. Elle était vraiment construite, ce palais Combon. On se trouve dans la rue Combon. Hein. Le sigle CC, hein, ce n'est pas que pour Coco Chanel, c'est aussi pour la Cour des comptes. On a un petit conflit de logo, Coco Chanel. Voilà. On n'est pas sur le même secteur, donc tout va bien. Alors, il y a l'examen de la gestion, bien sûr, c'est de l'audit de performance, hein, je vous en ai parlé. J'ai aussi fait, je me suis occupé, donc, à la demande de la Commission des finances du Sénat, le contrôle du versement des aides agricoles dans le cadre de la politique agricole commune. Ça, c'est un gros pavé. Lorsque vous avez ça, vous êtes content. Parce qu'il s'agit de contrôler la performance d'un opérateur qui est l'agence de services et de paiement, se trouve à Montreuil, dans la région parisienne, et qui doit justement s'assurer que les subventions européennes sont attribuées dans les règles administratives correctement. Si je caricaturais, il s'agit de s'assurer qu'un agriculteur qui perçoit ces subventions européennes s'achète bien un tracteur plutôt qu'une Ferrari. Donc voilà, là vous venez et vous vous rendez compte que voilà, ça m'a valu en fait des déplacements en métropole, dans différents territoires, de faire des tests, de bien m'imprégner en fait des règles communautaires pour pouvoir apercevoir que les choses sont faites dans les règles là. Alors, parcs nationaux, parce que forcément, 7e chambre, elle porte en fait, cette compétence sur les questions d'environnement. Le versement des aides agricoles par l'agence de services de paiement dans le cadre de la politique agricole commune, parce que ce sont des questions d'agriculture, c'était les compétences d'agriculture aussi portées par cette 7e chambre. Il y avait aussi les compétences du secteur transport, et ça m'a valu de contrôler l'aéroport de Marseille-Provence. Ça, c'était aussi un sujet éminemment intéressant. Alors, ce n'était pas l'aéroport de la Tontouta, mais c'était l'aéroport de Marseille-Provence, celui de Magenta. Mais pour avoir passé 17 ans dans l'armée de l'air et avoir côtoyé bon nombre de bases aériennes en métropole, en Corse, hein, pour celles et ceux qui connaissent la Corse, la base aérienne de Solenzara est un endroit très très sympathique, et la région aussi, c'est de belles plages, hein, pas que des belles plages dans les îles Loyauté et à l'île des Pins, il y en a aussi en Méditerranée. Donc voilà, ça c'est une société, l'aéroport de Marseille-Provence. Ça a été intéressant parce que un aéroport, en réalité, ça se dirige, ça se gère en fait, comme une entreprise. Comme une entreprise, puisque vous avez des rentrées d'argent, des locaux commerciaux que vous louez, vous avez voilà, des passagers qui paient, des taxes, des compagnies aussi, et en fonction en fait, des recettes que vous percevez, vous avez un budget équilibré, vous avez aussi des dépenses. Bien sûr, et donc voilà, il s'agissait en fait de voir comment tout cela fonctionne. Donc ça, c'est la 7e chambre. Je suis parti ensuite une réorganisation de la cour, on est passé de 7 à 6 chambres, puis après on est repassé de 6 à 7, donc ça, voilà, c'est la vie administrative, n'est-ce pas? Et ça, c'était intéressant parce que ça m'a permis en fait, d'approfondir. Je m'intéressais beaucoup à la politique publique de la défense, 17 ans. Alors, 17 ans d'un ministère régalien comme celui de la défense. La défense, je rappelle les enjeux, c'est 270 000 personnes. Hein. C'est comme si vous mettiez la Nouvelle-Calédonie dans un ministère. Il y a la Nouvelle-Calédonie, voilà, vous disiez que la Nouvelle-Calédonie, c'est un ministère. L'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, le service des essences, le service de santé, tout ça, ça fait 270 000 personnes. Donc ça fait beaucoup de personnes. Alors, je n'avais pas la prétention de dire que j'avais fait le tour de la politique publique de la défense. Mais en revanche, j'étais curieux, cette curiosité intellectuelle m'a attiré vers le métier de magistrat parce que je pouvais m'intéresser à d'autres politiques publiques. Et ma curiosité a été servie, puisque je me suis intéressé donc, à ce que je vous ai dit
secteur de l'agriculture, de l'environnement, des transports, et aussi, alors ça c'est pour l'examen de la gestion, mais s'agissant de la certification des comptes, je suis aussi intéressé aux comptes de l'État, parce que j'étais responsable de sous-cycle en fait, de la certification des comptes de l'État, sous-cycle produit régalien. Alors dans le cadre d'une formation interchambre, puisqu'on travaille avec la première chambre en charge de l'économie et des finances. Moi j'étais affecté à la 7e chambre, comme je vous l'ai dit, après la 2e chambre, et je travaillais conjointement avec des équipes de la première chambre. J'encadrais les travaux d'experts de certification des comptes, qui sont des commissaires aux comptes, hein, des cabinets, les Big Four que vous connaissez, Price, Ernst, Deloitte, qui étaient venus, après être passés dans les cabinets d'audit, servir l'intérêt général de 3 à 6 ans, 5 ans. Et donc j'encadrais leurs travaux et je me rendais souvent à Bercy. Et ça, dans les comptes de l'État, il y a très peu de pays, il faut le savoir, très peu de pays qui certifient leurs comptes. Là, on va parler de finances publiques et comptabilité générale, mais pourquoi on certifie, pourquoi en fait c'est vertueux en fait de certifier ses comptes, c'est surtout pour un pays comme la France qui est endetté, qui a une dette publique très importante, c'est en fait de rendre crédible la signature de l'État français, c'est-à-dire qu'on est des rares pays au monde à pouvoir approcher des créanciers et dire écoutez, vous pouvez nous prêter votre argent, hein, monsieur le créancier de tout ordre, et vous serez sûr de le récupérer. En tout cas. Ça, parce que la France détient une richesse, un patrimoine, des actifs qui sont valorisés. Vous voyez, regardez, on a un acteur indépendant qui est la Cour des comptes. La Cour des comptes, je rappelle qu'elle est totalement indépendante. Elle ne fait ni partie de l'exécutif, ni partie du Parlement, de la représentation nationale. Elle est située à équidistance. J'invite les spécialistes du droit constitutionnel à se diriger vers l'article 47-2 de la Constitution et de pouvoir apprécier cette équidistance entre le Parlement, la représentation nationale et le gouvernement. Et ça, je reviens à cette histoire de certification des comptes, je pense que c'est intéressant parce que ça vous... là, vous servez vraiment l'intérêt général. Parce que je vous rappelle que les chiffres, je crois qu'on est endetté à hauteur de 120% du PIB, c'est énorme. Si les taux se relèvent, vous voyez la situation dans laquelle se trouvait la Grèce, le Portugal et l'Espagne, ils ont senti le vent du boulet, mais ça va, ils sont encore debout, mais voilà, il suffirait que les taux se relèvent et on pourrait voilà, être en rupture de paiement, rupture de crédit. Donc, enfin, voilà, je ne vais pas être alarmiste, donc c'est bien de savoir gérer un budget et de pouvoir être certifié. Voilà. On est passé de 13 réserves de certification, enfin 13 réserves dans le cadre de la certification des comptes de l'État, lorsqu'on a mis en œuvre en 2006, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique portant sur la loi de finances de 2001, qui a compté 2006, 13 réserves à 4 réserves. On est vraiment en croissance, on améliore en tout cas la qualité des comptes de l'État. Ça c'est bien. Quand je dis compte, c'est Bercy qui améliore. Je m'associe au ministère des Finances parce que c'est un travaux conjoints avec bien sûr l'évaluation portée par la Cour des comptes. Alors est-ce que j'ai fait que ça? J'ai fait aussi, vous savez, quand vous êtes jeune, vous arrivez à la Cour des comptes, on vous attend, hein, vous avez des cartons, des liasses comptables qui vous attendent, vous avez des contrôles, une programmation de contrôle. Et là, on est une juridiction, on n'est pas une juridiction pour rien. Il y a un autre métier de la Cour, c'est celui qui fait que vous portez une robe. C'est que vous jugez aussi les agents comptables. Vous jugez le manquement des agents comptables. Parce que je vous rappelle qu'en finance publique, il y a le principe de séparation de la responsabilité entre l'ordonnateur, celui qui va ordonner les dépenses, et l'agent comptable, celui qui va régler ces dépenses. Et donc, en cas de manquement, c'est surtout le travail en fait, du magistrat, c'est de pouvoir identifier les éventuels manquements d'un agent comptable lorsqu'il va régler des dépenses ou qu'il va omettre de recouvrer des recettes aussi.
Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a un manquement, il faut le caractériser ce manquement, et puis une fois qu'on a caractérisé ce manquement, il faut savoir s'il y a un préjudice pour l'administration, pour l'État ou l'établissement public. Alors, s'il y a un simple manquement, je caricature, je l'évite, hein, parce qu'on peut faire un cours sur le contrôle juridictionnel, mais s'il y a un simple manquement, eh ben, vous infligez à l'agent comptable une somme non rémissible, il y a une audience publique, personne ne peut venir, donc généralement il n'y a que des étudiants. C'est rare que le passant de la rue Combon se dise tiens, il y a une audience publique, je vais y assister, sauf si c'est l'hiver et qu'il a besoin un peu de chauffage, de s'installer confortablement dans la grande chambre. Et sinon, en fait, les bancs sont assez vides, elles ressemblent un peu à ce qu'il y a devant. Donc il y a généralement que l'agent comptable qui est accompagné ou pas de son avocat. Et vous, donc, vous êtes rapporteur, venez en robe, il y a une formation de jugement au fond, le procureur général est représenté donc, par un avocat du parquet général, et puis vous avez le greffier qui est à côté. Comme vous arrivez, et je vous invite, si vous passez à Paris, de visiter le Palais Combon. Je crois que Vaimua connaît très bien, il est venu, sur la place, j'ai le plaisir de l'accueillir, c'était un plaisir. Et vous avez l'agent comptable, lorsqu'il vient, qui est impressionné. Et donc vous arrivez en robe, vous impressionnez encore plus. Et si vous connaissez parfaitement votre dossier, alors vous impressionnez encore mieux. Vraiment, la personne, le but n'étant pas d'impressionner, mais de vraiment défendre l'intérêt général, comme je vous ai dit. C'est l'un des rares métiers où, lorsque vous n'atteignez pas votre objectif, et ce n'est pas le cas partout dans la fonction publique, est-ce qu'on peut dire hélas ou pas, que vous êtes obligé de prendre dans votre poche et de finalement payer une somme non rémissible, parce que comme on l'indique, il n'y a pas de remise gracieuse de la part du ministre des Finances, la caution qu'a pris l'agent comptable ne peut pas le rembourser, donc c'est deniers propres qui doit quitter en fait cette entre guillemets amende. Et s'il y a un préjudice, alors là c'est le manquement sans préjudice, s'il y a un préjudice, et bien là il est mis en DB. Peut-être pour certains vous allez apprendre un nouveau vocabulaire, mais mettre en DB un agent comptable, c'est lui infliger une grosse amende à hauteur du préjudice financier subi par l'administration. Donc voilà, donc ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Enfin, et donc là, bien, vous êtes tout agent comptable que vous êtes, on vous dit tiens, il faudra rembourser l'État de l'administration publique à hauteur de 3 millions d'euros, donc ça fait une certaine somme. Alors généralement derrière, il y a une remise gracieuse du ministre des Finances pour des questions de circonstances atténuantes, ou alors la caisse, enfin, la mutuelle à laquelle adhérer l'agent comptable rembourse. Mais vous me direz, finalement, il n'y a pas de sanction véritable. Alors, sanction véritable financière, non, mais sur l'avancement, la progression de carrière de l'agent comptable qui a été jugé par la Cour, derrière, c'est pas terrible. Il y a un fort ralentissement. Si l'agent comptable en question projeté de diriger une direction régionale des finances publiques ou départementale des finances publiques, je pense qu'il peut mettre une croix sur ses prétentions, en tout cas, de carrière. Voilà. Après bon, cette période en chambre, très intéressante, mais aussi très intense, j'ai voulu rejoindre la Cour des comptes, j'en ai eu pour mon argent, me direz-vous. J'ai été approché en fait, pour rejoindre la direction des relations internationales, c'est le poste que j'occupe actuellement. Je suis directeur par intérim des relations internationales et de l'audit externe et de la francophonie de la Cour des comptes. Alors pourquoi j'ai été approché? C'est tout simplement parce que j'ai servi au ministère de la Défense des organisations telles que l'OTAN en Afghanistan. Je suis allé faire un tour pendant 6 mois en Afghanistan, à Kandahar, sur la base aérienne de Kandahar. Alors il n'y a pas de Club Med là-bas, donc je vous déconseille, c'est pas forcément très sympa. En plus, je me prenais une roquette tous les 3 à 4 jours. Donc, voilà, c'était pas
Et il y a plus sympa comme endroit. Donc, j'y suis allé au titre de mes obligations professionnelles. Mais voilà, donc j'ai fait dans cette organisation internationale qu'on appelle l'OTAN, j'ai fait la même chose au Liban, mais c'était beaucoup plus. Il n'y a pas de roquettes, il y avait des IED. Sur le côté de la route, sur le bord de la route, c'était autre chose. Voilà. Il fallait juste les éviter. Dans le Liban Sud, mais dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. En fait. Vous savez, vous avez une force intérimaire en fait, des Nations Unies au Liban, ça s'appelle la FINUL. Et donc j'y suis allé aussi. Et donc, fort de ces différentes expériences à l'international, lorsque je suis arrivé à la Cour, on m'a dit ah, mais l'international, super. Il y a un poste qui s'est libéré. On voit bien là. Et donc, voilà, depuis 2018, donc, je suis directeur adjoint par intérim des relations internationales. Alors vous allez me dire en quoi ça consiste. Ça consiste à faire de la coopération bilatérale, donc coopération bilatérale à aider les institutions supérieures de contrôle étrangères à se développer, parce que vous avez un degré de maturité différent entre institutions supérieures de contrôle. On a par exemple des jumelages avec la Cour des comptes d'Algérie, la Cour des comptes du Sénégal, sur différentes composantes, l'audit de performance, le contrôle juridictionnel, l'appui, greffe, enfin voilà. On a pas mal de sujets. Ça peut être aussi des appuis ponctuels. On a quelques lusophones au sein de la Cour. Donc on a appuyé la Cour des comptes du Mozambique sur la problématique de contrôle des dettes cachées des gouvernements, vous voyez, qui cachent des dettes. Donc il faut après mobiliser une équipe de contrôleurs pour aller essayer de pouvoir les trouver déjà et de pouvoir fixer, arrêter le montant de cette dette cachée. Donc ça c'est la coopération bilatérale. Sur la coopération multilatérale, il s'agit d'identifier des officiers de liaison au sein des juridictions financières. Les juridictions financières, c'est 1700 personnes. Donc vous en avez grosso modo 700 à la Cour des comptes et 1000 dans les chambres régionales et territoriales des comptes. Une chambre territoriale des comptes ici en Nouvelle-Calédonie. On est présent dans des associations internationales qui regroupent l'ensemble des 196 institutions supérieures de contrôle, ça s'appelle l'INTOSAI. Son pendant européen s'appelle l'Eurosai, et puis vous avez le comité de contact de l'Union européenne, piloté par la Cour des comptes européenne, qui, elle, regroupe les 27 institutions supérieures de contrôle, vraiment dans le cadre strict de l'Europe, de l'Union européenne, plus bien sûr la Cour des comptes de l'Union européenne. Donc voilà, là ça fait 28 ISC, alors que l'Eurosai, c'est un peu l'UEFA de l'INTOSAI. Donc là, c'est une vision très large de l'Europe. Vous partez d'Israël jusqu'à la Turquie et tous les pays candidats de l'Union européenne. Vous regroupez pratiquement 50 institutions supérieures de contrôle. Donc dedans, vous avez des groupes de travail sur l'audit environnemental, l'audit des systèmes d'information, l'audit des objectifs de développement durable des Nations Unies, enfin des 17 objectifs des ODD. Et voilà, vous avez la lutte anticorruption. Enfin, voilà. Et donc il s'agit de trouver des experts français qui valorisent les travaux de la Cour française à l'intérieur de ce groupe de travail, mais aussi s'inspirent des bonnes pratiques en fait, de nos collègues étrangers. Ça, c'est la coopération multilatérale. Dans la coopération multilatérale, il faut savoir que la Cour des comptes française est secrétaire générale de l'AISCUF. Alors l'AISCUF n'est pas un sigle scandinave, hein. C'est l'association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français dans le cadre, en fait, dans le périmètre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc moi je défends bec et ongle l'utilisation du français. Et ça, j'anime, je coordonne, je mets en place des séminaires professionnels des 40 membres, des 40 institutions supérieures de contrôle francophones. Ça va d'Haïti à Madagascar, en passant par tout le bassin africain, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui parlent français.
la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, la Cour des comptes du Sénégal, on parlait, de Côte d'Ivoire, la Cour des comptes du Burundi. On a une coopération actuellement avec le Burundi, je ne les ai pas cités tout à l'heure. Il y a des collègues français qui se rendent à Bujumbura et qui aident nos collègues du Burundi à monter en compétence sur les sujets d'examen de la gestion des établissements publics, de l'administration publique du Burundi. Voilà, donc c'est un sujet ô commun passionnant. J'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en début d'année pour justement tenir cette assemblée générale de l'ASCUF, en présence des 40 chefs d'institutions supérieures de contrôle francophones, qui ont été, enfin, les membres du bureau de l'ASCUF ont été accueillis par M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est toujours à très haut niveau que ça se passe, à très haut niveau de représentation que ça se passe. Et voilà, donc l'ASCUF. Dans la coopération bilatérale, il faut savoir que la Cour des comptes française co-préside le Forum des institutions supérieures de contrôle à compétence juridictionnelle. Sur la scène internationale, il faut savoir que toutes n'ont pas une compétence juridictionnelle. Vous avez des... D'ailleurs, compétence juridictionnelle, c'est quoi? C'est être une juridiction et avoir ce pouvoir de sanctionner des gestionnaires publics qui commettent des manquements. Et donc, on co-préside avec la Contraloria générale de l'Équateur, le pays de l'Équateur, le Forum des ISC à compétence juridictionnelle qui regroupe une quarantaine aussi d'institutions supérieures de contrôle. Donc 40 sur les 196 existants, donc ça ne fait pas beaucoup. Pas beaucoup d'institutions supérieures de contrôle parce que vous avez une différence en fait, entre les deux modèles. Vous avez un modèle dit de Westminster, qui est le National Audit Office britannique, qui est intégré au Parlement et qui ne conduit des contrôles qu'à la demande du Parlement. Donc on peut imaginer que le Parlement ne souhaite pas qu'on conduise des contrôles dans tel ou tel domaine, sur tel ou tel secteur. Et donc l'indépendance s'en trouve un peu altérée. La Cour des comptes française, au contraire, elle est totalement indépendante, je l'ai indiqué, on confère l'article 47 de la Constitution. Et donc elle porte cette mission de contrôle juridictionnel en toute indépendance. Et elle a cette double indépendance, le statut du magistrat, qui confère une indépendance totale dans l'instruction. Le magistrat est inamovible, on ne peut pas le déplacer, le retirer d'un contrôle. Et institutionnellement parlant, la Cour des comptes l'est aussi, puisqu'elle ne dépend ni du Parlement, enfin, ni de l'exécutif et ni du Parlement. Et c'est très important. On avait l'idée en fait que les institutions supérieures de contrôle étaient un peu poussiéreux, même 1807, Cour des comptes, etc. On n'est pas dans le modèle de Westminster, celui du modèle anglo-saxon ou britannique, qui est le modèle le plus répandu dans le monde. C'est le modèle de l'audit, c'est le modèle de l'audit financier, de conformité, c'est l'audit de performance. Vous prenez les cabinets d'audit, et puis voilà, c'est un cabinet d'audit de l'État. Sauf que, vous voyez, il y a un bureau d'audit qui a été construit de cette manière-là, d'auditer les deniers publics, la bonne utilisation des deniers publics, la gestion des deniers publics. Et bien, le bureau de l'auditeur général d'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud dont il s'agit, ils se sont dit, non, formuler des recommandations et sans qu'il y ait forcément de sanctions derrière, ça ne prospère pas, c'est pas terrible parce que les gestionnaires publics, finalement, ne font pas attention à la bonne gestion des deniers publics. Et donc, nous, on souhaite se doter de pouvoirs de sanction. Donc, ils ont rejoint le forum il y a 2-3 ans, donc c'est très récent. Et ils se sont dotés de pouvoirs de sanction, ils peuvent sanctionner les gestionnaires publics en leur attribuant en fait, des certificats de dette, en émettant des certificats de dette. Donc ça, il y a eu un accord avec les autorités judiciaires sur place, au procureur de la République d'Afrique du Sud. Et donc le bureau d'audit, l'auditeur général d'Afrique du Sud, maintenant, peut sanctionner les gestionnaires publics lorsqu'il y a des manquements.
C'est important, en fait, je pense que là, on touche un problème, et depuis, les résultats sont intéressants pour le citoyen, pour le contribuable, in fine, puisqu'on a eu une réduction, en tout cas, de la perte et de la mauvaise utilisation de deniers publics. Et ce que me disent mes collègues sud-africains, c'est que maintenant, on est dans un cercle vertueux. Les recommandations qu'on formule, finalement, elles sont suivies des faits. On ne pédale pas dans le vide. Donc là, je ferme la partie forum des ISF juridictionnels. Et un autre pôle d'expertise qui me prend beaucoup de temps dans l'international, c'est l'audit externe des organisations internationales. Donc c'est une activité qui rémunératrice pour la Cour des comptes, puisqu'on concourt, vous savez, comme dans le secteur privé, vous avez des entreprises qui doivent, ils doivent avoir un commissaire aux comptes, l'auditeur externe, et de la même manière, en fait, les organisations internationales, ils s'inscrivent dans le statut, ils doivent avoir un auditeur externe, un commissaire aux comptes. Il ne peut être auditeur externe des organisations internationales que les institutions supérieures de contrôle, donc les cours des comptes. Et la Cour des comptes française jouit d'une excellente réputation à l'international dans ce domaine-là, puisqu'on a plus de 30 ans en fait, d'expertise, d'expérience dans le domaine. Et actuellement, nous avons le mandat d'audit externe, c'est depuis juillet dernier, de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons 4 permanents à New York. Nous avons recruté 25 auditeurs financiers qui sont, pour celles et ceux qui connaissent Paris sur le plateau, le Valois-Perret, on va étendre nos locaux. Nous sommes aussi auditeurs externes de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation de la sécurité et de la coopération pour l'Europe, donc à Vienne, et du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Nous l'étions de l'OCDE, pour l'OCDE, l'UNESCO. Tout ça, ça doit vous parler, de l'OIF, de la Cour pénale internationale à La Haye. Enfin voilà, donc on joue d'une bonne réputation. Les Italiens avaient postulé pour prendre la Corte dei Conti, avait postulé en fait, pour être auditeur externe des Nations Unies, mais quand on a vu que la Cour des comptes française, forte de son expérience, allait postuler, ils se sont dit qu'on va peut-être retirer notre candidature et puis s'associer avec vous pour pouvoir travailler en bonne intelligence. Nos amis russes également, la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, ça c'est un sujet d'étonnement, on a eu un entretien bilatéral avec eux avant qu'il y ait cette invasion en Ukraine qui a vraiment dégradé nos relations, puisque depuis je ne me suis pas autorisé à poursuivre mes relations que j'avais avec lui, donc mon collègue Timur Makhmoutov, voilà, j'ai son WhatsApp, mais on a suspendu de manière totalement entendue, tous les deux, nos relations pour ne pas froisser les susceptibilités de nos ministères des Affaires étrangères respectifs. Et ben la Chambre des comptes russes était intéressée, mais vous voyez, même toute Russie qu'elle est, ne tenait pas l'expertise de la Cour des comptes française et choisit finalement de ne pas se lancer en fait, dans cette aventure-là. Voilà, parce que vous allez faire le tour du monde lorsque vous auditez les comptes des bureaux des Nations Unies. Enfin, dernier sujet, les politiques publiques. On évalue les politiques publiques, il y a quand même la Cour des comptes, vous avez 4 métiers, l'examen de la gestion de l'administration publique, qu'elle soit territoriale ou d'État, la certification des comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale, le contrôle juridictionnel, j'en ai parlé, et enfin l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est un sujet éminemment important et qui exige, lorsque nous conduisons des évaluations de politique publique, de conduire des comparaisons internationales, parce qu'il ne s'agit pas de formuler des constats, enfin de rédiger des constats et de formuler des recommandations, d'émettre des recommandations, si vous n'êtes pas intéressé à ce qui se passe ailleurs. Alors dans des situations comparables, bien sûr, toujours, mais en métropole, en fait, c'est presque une erreur de formuler des recommandations sans regarder ce que font nos pays européens voisins, ce que fait l'Allemagne, ce que fait la Grande-Bretagne, ce que fait l'Espagne, ce que fait l'Italie, ce que font les Pays-Bas, ce que font les pays scandinaves.
Donc ça, je pense que c'est très important, voire d'aller outre-Atlantique, hein, regarder ce que font les États-Unis, même le Japon, pourquoi pas la Corée du Sud sur certaines politiques publiques. Mais voilà. Et donc tout mon travail, c'est de pouvoir être en relation avec maintenant 7 chambres de la Cour, les 15 chambres régionales et territoriales des comptes, et de pouvoir les aider, puisque j'ai un carnet d'adresses assez étoffé, je connais l'ensemble des directeurs des relations internationales des institutions supérieures de contrôle étrangères, et de pouvoir les aider à capter de la ressource, de la documentation, des informations pour pouvoir faire des comparaisons lors de leur instruction, lors de leur enquête, lors de leur mission d'évaluation des politiques publiques, et de formuler des recommandations de qualité en s'inspirant des bonnes pratiques à l'étranger, hein, des pays, lorsqu'elles sont bien sûr chefs de file, on ne peut pas s'intéresser à des pratiques de pays qui ne sont pas voilà, suffisamment matures en fait, dans cette politique publique. Et à l'inverse, on reçoit, vous voyez, environ 150 questionnaires de l'étranger, hein, parce que la France aussi attire. Hein, alors, ce qui est vrai pour nous, c'est vrai dans le sens inverse. Et avant que j'arrive en 2018, lorsqu'une institution supérieure de contrôle m'a envoyé, je prends toujours l'exemple du Mexique, hein, ils ont envoyé le contrôle à partir de données géographiques. Hein, vous connaissez tous l'IGN. Dans le cadre en fait, de l'attribution des subventions européennes agricoles, on s'intéresse, on regarde en fait, quelle est la surface agricole d'un exploitant agricole. Et ça, c'est les images satellites qui le font. Et le Mexique était très intéressé par ça. Ils nous ont envoyé un questionnaire de 156 questions. Alors, un questionnaire de 156 questions, ce n'est pas de nature à intéresser tout rapporteur dans une chambre. Vous voyez, quand vous retournez vers la deuxième chambre, vous dites « Ah, chers collègues, comment allez-vous » Alors aujourd'hui, j'ai juste une petite demande à vous faire, c'est que nos collègues mexicains, qui ne connaissent pas, souhaiteraient bien avoir des réponses sur le contrôle à partir de données géographiques. Donc vous leur envoyez un questionnaire de 156 questions, ben, il y a quand même 9 chances sur 10, sauf à tomber sur quelqu'un de très généreux qui a ça à faire, n'est-ce pas? Donc il est assailli de demandes de contrôle, de demandes d'entretien. Généralement, bizarrement, mon courriel reste encarafé dans sa messagerie, sans forme de réponse. Donc c'est finalement votre serviteur, Sébastien Lepers, qui s'est occupé à répondre à chacune des 156 questions de nos collègues mexicains. Alors, on répond à 150 questions, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de demander des informations sans nous-mêmes apporter une réponse. Donc voilà, ça c'est ma vie. Et je pense que le plus intéressant, c'est la séance de questions-réponses, n'est-ce pas, Charles? Le micro à disposition, ceux qui souhaitent. Toujours la première, la plus difficile à poser. N'hésitez pas. Sinon, c'est moi qui vais en poser une alors. Comme ça brisera la glace des questions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être, vous avez expliqué effectivement les fonctions que vous avez à la Cour des comptes, le passage que vous avez fait au sein du ministère de la Défense, mais quel a été votre parcours finalement étudiant, ce qui vous a conduit de passer du ministère de la Défense à la Cour des comptes, parce que finalement il n'y a pas forcément de lien immédiat comme ça, comment on y passe, finalement comment cette mobilité au sein de la fonction publique qui est assez intéressante et qui donne des parcours diversifiés, comment on arrive là, en partant du début, j'allais dire. Le tout début en Nouvelle-Calédonie, c'est un parcours forcément, on peut parler du début à Robinson, donc, voilà, le Robinson du Mont d'Or, enfin, j'ai de la famille ici. Donc, la primaire à Robinson, le collège à l'île d'Étain, 6e, 5e, 6e, 5e. 4e collège de Rivière-Salée, que tout le monde connaît bien sûr aussi. Et puis à un moment, voilà, une possibilité en fait de rejoindre la métropole et de pouvoir poursuivre mes études, donc aller en 3e en métropole et puis passer un bac. C'est généraliste B à l'époque, je pense que ça s'appelle ES, maintenant et encore c'est dû changer. Ça a pu changer, vous voyez. Donc,
J'ai encore perdu des cheveux depuis. Donc là, et puis après, dans une maîtrise de sciences économiques, parcours à l'Institut d'administration des entreprises, tout en revenant tous les ans en Nouvelle-Calédonie, parce que mes parents y étaient restés, un peu isolés. Et je n'étais pas prédisposé à rejoindre, puisque mes parents étaient dans le secteur privé, à rejoindre l'administration publique. Mais se poser la question, comme je vous l'ai dit, de servir l'intérêt général. Parce que voilà, je sentais de vouloir servir le citoyen. Et servir le citoyen, il n'y a pas mieux de servir le citoyen en voulant défendre le citoyen, en intégrant en fait, le ministère de la Défense. Alors à l'époque, il y avait encore la conscription, je faisais partie du dernier wagon, si je puis dire, la dernière promotion en fait, à rejoindre le service national, enfin, la conscription, ce qui n'existe plus. Enfin, maintenant, il faut être volontaire. Et j'ai fait un an en Corse, j'ai choisi la Corse. Je n'étais pas major de promotion, je n'ai pas pu aller en Polynésie française, et la base aérienne de Fa, je l'ai raté. Je suis arrivé 11e sur 130, donc il restait la Corse, mais c'était à l'époque, vous savez, il y avait des paillotes qui brûlaient en Corse. Il y avait juste avant un préfet voilà, qui avait perdu la vie en Corse, et donc ça ne se bousculait pas beaucoup pour y aller, mais moi, je voyais la Corse comme une île. Et ça me faisait penser à la Nouvelle-Calédonie. J'ai choisi la Corse, et là, il y avait une question d'opportunité. On m'a proposé un contrat, afin de la conscription, on professionnalisait en fait, les armées. Et donc, on m'a proposé un contrat et je suis resté, finalement, je suis resté 17 ans. Et par le jeu, en fait, du renouvellement de contrat et de l'intégration du commissariat de l'air, j'y suis resté 17 ans. Et pour répondre à votre question, là, ce qui a fait la transition avec des fonctions d'officier d'état-major, d'officier rédacteur, j'ai intégré le service d'audit interne. L'audit interne, c'est une fonction d'évaluation. J'ai endossé les différentes responsabilités à chaque poste d'auditeur junior, d'auditeur senior, chef de mission d'audit interne, tout ça dans un centre d'audit des armées. La dernière structure d'audit dans laquelle j'étais, c'était le centre d'audit des armées. Enfin, je le souligne parce que je pense que c'est important. C'est le premier organisme public à être certifié aux normes internationales d'audit, même avant Bercy. Bercy, ils ont leur structure mission risque audit, MRA, qui a été certifié après, le CGFI, le contrôle général des finances, a été certifié après, et le ministère de la transition écologique également, le CGEDD après. Donc c'est fort de cette expertise que je pense que mon dossier a intéressé la Cour, parce que ben voilà, je ne faisais pas de contrôle mais de l'audit, et puis donc, j'avais quand même, j'étais rompu à l'exercice d'évaluation. Et ça, je pense que ça a pu intéresser la Cour des comptes. Moi, je m'y suis pris à 2 fois. En 2015, je n'ai pas pu intégrer dessus, mais malgré un grand oral d'1h10, vous êtes devant 5 magistrats et vous devez répondre à toutes sortes de questions. Tout est possible. J'y suis resté 1h10, tout se passait bien. J'avais l'impression d'être devant un mur de glace. Tout allait bien, mais je n'arrivais pas à atteindre le sommet. Et après, le premier président, Didier Migaud, je veux dire, il n'y a pas de règle, hein, vous êtes dans son bureau, soit ça passe, ou ça passe pas, mais je suis resté 50 minutes. Ça s'est bien passé, mais voilà, je n'ai pas transformé l'essai, et fort de ça, je retentais l'année suivante, et ça a bien marché. Ça a bien marché, alors avec des prestations qui pour moi n'étaient pas aussi bonnes, mais ils avaient déjà dans l'idée de me prendre, ils avaient 2 places la fois précédente. J'ai été proche, et là je fais non pas 1h10 de grand oral, c'était 20 minutes, puis, je crois 20 minutes avec le premier président, 50 minutes, et puis finalement ça s'est poursuivi. Et voilà, je crois, c'est le trait, c'est la fonction d'évaluation, c'est d'être en capacité de pouvoir évaluer, apprécier, porter un jugement en fait, sur la gestion d'un organisme, d'un établissement public, d'une administration. Je pense que ça, c'est ce qui a plu, hein, ce qui a fait que. Puis derrière, voilà, il y a aussi. Vous n'arrivez pas comme ça, je suis commissaire des armées, et j'ai intégré la Cour des comptes, tout ça se fait dans un cadre, ils ont votre dossier, ils ont quand même 17 ans
d'évaluation des services rendus, disons, voilà, des témoignages de satisfaction, des lettres de félicitations, enfin, etc. Et tous ces dossiers ont fait que peut-être que le dossier les a bien intéressés. Bien sûr que vous êtes dans une logique de performance continue. C'est pas en fait une performance ponctuelle. Vous pouvez faire une très bonne prestation, mais si vous avez des évaluations qui sont pas à la hauteur en fait, de ce qui est attendu, je serais resté au ministère des Armes. Parce que ça s'appelle des Armes, c'est plus de la défense nationale, mais ça aussi, j'ai pris de l'âge. Je suis sûr qu'il y a une question, non? On peut se lancer. Pour un jeune calédonien ou oui. un jeune, comment arriver à être les comptes de Nouméa? C'est quoi le parcours? Alors avant toute chose, oui, très bonne remarque. Alors, pour un jeune de Calédonie, une très bonne question. Alors avant toute chose, la présidente de la Chambre territoriale des comptes m'a dit si il y a des étudiants qui souhaitent réaliser un stage, faire un stage à la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, surtout, dis-leur que c'est possible. Donc là, je passe le message. La présidente Florence Bonafou sera contente. Peut-être qu'elle l'écoutera sur le podcast. Et en tout cas, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Et je pense que là, c'est une des portes d'entrée. C'est déjà faire un stage et s'intéresser au contrôle des finances publiques, voire de l'évaluation des politiques publiques, parce que l'évaluation des politiques publiques, c'est une nouvelle compétence qui sera attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes. C'est dans le cadre du programme stratégique Juridiction financière 2025. Vous allez pouvoir en faire. Et pour répondre à votre question, je pense que déjà, pour rentrer dans une chambre territoriale des comptes ou une cour des comptes, il y a différentes possibilités parce qu'il y a différents métiers en fait, qui sont exercés. Dans une cour des comptes, une chambre territoriale des comptes, vous pouvez rejoindre les équipes de contrôle, donc être magistrat, vérificateur, rapporteur, expert de certification des comptes. Vous pouvez être aussi dans les équipes d'appui au contrôle, vous êtes greffier, huissier, vous pouvez travailler aussi dans toutes les fonctions support, data scientist, analyse de données, vous pouvez, voilà, toutes les fonctions, enfin, RH, finance, logistique, direction du patrimoine, direction des systèmes d'information, direction des méthodes et données, enfin voilà. Donc, à chaque métier, il y a une porte d'entrée différente, si je puis dire. Maintenant, si les personnes souhaitent être magistrats, la voie majoritaire en fait, de recrutement, c'est de tenter le concours de l'INSP, l'Institut national de service public. Et là, je suis mis à jour, je n'ai pas dit l'ENA, vous avez remarqué. Mais il peut aussi, s'il veut être vérificateur, il peut être dans les équipes de contrôle, tenter les IRA, les concours des instituts régionaux d'administration, il y en a plusieurs, en France, enfin en métropole. Ça va de Bastia à Nantes en passant par Lille, en allant à Metz, enfin, voilà, donc, parce qu'on a un peu de couverture de territoire. Il a plusieurs portes d'entrée. Après ça, c'est les portes d'entrée d'accès direct. Il peut également rentrer dans les administrations. Il peut peut-être rentrer sous contrat dans une administration, pas forcément tenter le concours. Et après, au gré des contrats, soit intégrer le corps dans lequel il se trouve, soit demander un détachement à la Cour des comptes. On prend aussi des agents sous contrat. Que le dossier soit bon, et puis après, pourquoi pas demander une intégration. Mais voilà, il y a vraiment... alors ça demande forcément à un moment de quitter le territoire. Et ça, c'est
On sait tous que c'est douloureux, que c'est quelque chose de compliqué. Mon père me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit pourquoi j'ai quitté. Moi, à mon âge, je ne serais jamais parti adolescent à Paris. Ça, c'était une volonté paternelle. Il m'a dit non, mais si tu restes ici, tout sera facile. Enfin, tu vas te retrouver à Lens-Bata, faire de la planche à voile, et tu seras avec tes cousins, cousines, tu sortiras en boîte de nuit. Le nom de la boîte de nuit a dû changer depuis. Hein. Il y avait le métro, la place des Cocotiers. Oui. Là, j'ai vieilli de 30 ans. Là, ou Carreau, non, c'est métro, je crois. Non, Carreau, peut-être. Carreau, ça doit être ça. Et donc voilà, en fait, il y a un moment, on n'a pas rien sans rien. Enfin, à un moment, il y a aussi des renoncements, sans savoir pas du sacrifice. Enfin, je sais que quelque part, c'est un peu un sacrifice. Même de la famille, on peut se couper de la famille. Vous ne les voyez que pendant les grandes vacances. Et puis à l'époque, c'était l'époque de la télécarte. Hein. Pour appeler vos parents, il fallait à la machine. Mon père, en sens inverse, enfin, quand il était en métropole, quand il appelait ma mère, il bégayait, j'ai compris, parce que vous voyez, sur les télécartes, les unités, elles descendaient vite. Hein. Donc il avait du mal à parler de manière très fluide. J'ai répondu à votre question. Un étudiant qui pose une question serait bien aussi. Le micro ? Excusez-moi, du coup, durant vos fonctions, moi je vous parlais plus des personnels pratiques. Comment se déroulait votre journée, votre hygiène de vie? Parce que maintenant on pense beaucoup à notre carrière, mais aussi à l'hygiène du travail, à se lever tôt, se coucher tard. Ouais. Est-ce que vous avez fait par exemple au Maroc, où vous avez dû à un moment donné prendre une pause un peu plus longue? Tout ça. C'est vrai que maintenant, en fait, des nouvelles générations, on essaie de privilégier à la fois la carrière, mais aussi l'hygiène de vie. Ça devient de plus en plus important et imposant. C'est très bonne remarque. Alors, c'est avant ou après? C'est quand c'est maintenant, en fait, mon hygiène de vie maintenant ou... Durant, en fait, votre début de carrière jusqu'à maintenant. Okay. Très bonne question, mais ça, c'est une très bonne question. Vous voyez, j'ai un fils de 10 ans, je pense qu'il ne manquera pas de me la poser dans, peut-être, je ne sais pas quand vous êtes posé cette question, mais dans quelques années. Alors, moi, j'ai une déformation, c'est que une déformation, j'ai toujours vu mes parents travailler dans le secteur de l'hôtellerie 7 jours sur 7. Vous voyez, bon, déjà, ça, je pense que intellectuellement, en fait, donc le travail, ça m'a pas, c'est pas quelque chose qui m'a rebuté frontalement. Donc, travailler pour moi, en fait, je travaille à domicile jour et nuit, en fait. Hein, donc, et ça, c'est peut-être, c'est certainement pas une bonne pratique. Et je vous félicite de poser cette question. Deuxième déformation, c'est que j'ai intégré, je suis devenu militaire. Vous savez que le code du travail ne s'applique pas militaire. Vous êtes militaire, donc lorsque vous êtes en Afghanistan, vous ne pouvez pas faire pouce, là vous ne tirez pas de roquettes, parce que j'ai envie de boire de l'eau fraîche, qui est 44 degrés, vous êtes dans le désert, vous êtes en tenue, vous êtes armé. Vous avez un général commandant la base, il y avait deux généraux, un qui commandait les forces américaines qui étaient plus en nombre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Starship Troopers, enfin, j'ai l'impression d'être dans le film, il y avait des hélicoptères qui décollaient de partout. Et là j'ai pu apercevoir la puissance américaine. À côté, la France, je pense que voilà, il faut... on est loin du compte hein, en matière de défense. Et donc cette habitude, pendant 17 ans, dans le milieu militaire, à travailler tout le temps. En fait. Et quand vous êtes officier, officier supérieur, vous avez des fonctions d'encadrement, de management, de commandement. Vous avez le poids des responsabilités qu'il faut que voilà, vous êtes investi de votre engagement professionnel, donc vous travaillez. Et c'est dans cet élan que je suis arrivé à la Cour. Et à la Cour, je pense que dans chaque administration, mais peut-être c'est vrai dans le secteur privé, mais lorsque vous avez quelqu'un qui instruit bien un dossier, à qui on confie une responsabilité, qui finalement va jusqu'au bout, donc vous dites, oh, mais il est bien, Sébastien, et que vous avez une autre personne
à qui vous confiez cette responsabilité où il va mettre soit plus de temps, ou soit il ne va pas l'amener jusqu'au bout, ou qui va vous faire une réflexion, on ne va plus lui attribuer de dossier. Vous voyez. Donc on va aller vers celui qui fait, bon, finalement, et celui-là, il a sa boîte très chargée. Et dans l'administration, en fait, le travail attire le travail, bizarrement. Vous voyez et ça, je pense que c'est lorsqu'on a de l'expérience, on s'en rend compte. Et pour répondre à votre question, en fait, l'hygiène de vie, c'est quelque chose à contrôler, que j'ai du mal à maîtriser à titre personnel, parce que je travaille beaucoup, je pense que je travaille beaucoup trop à mon sens, à mon avis, et je le vois plus depuis que j'ai un garçon, et qu'il faut maintenant trouver du temps pour partager avec lui, parce que ça, je pense, c'est un des vrais sujets. Il ne s'agit pas de s'épanouir à titre professionnel, il faut s'épanouir aussi à titre familial, personnel. Et quand vous arrivez, en fait, lorsque vous êtes dans une logique de progression et de carrière, vous arrivez à un moment, vous savez que je suis arrivé à la cour, j'étais en période probatoire sur 14 mois, 2 mois de stage et 12 mois de période probatoire, à l'issue de laquelle, en se prenant sur on vous intègre ou pas. Mais en fait, lorsque vous arrivez, puisqu'on est sur un temps long, lorsque vous instruisez des dossiers, vous évaluez des politiques publiques, ça ne se fait pas en 2 jours. Parce que vous conduisez des centaines d'entretiens, il faut mobiliser, vous avez 1150 fichiers sur la politique publique, donc il faut assimiler des fichiers de centaines de pages. Enfin, voilà. Donc il faut faire la synthèse, ça prend du temps. Et donc, c'est pas parce que vous êtes intégré au bout de 14 mois que vous posez le stylo et vous dites c'est bon, je suis tranquille et là je vais arrêter. Non, parce que le temps court. Et que c'est une demande de la Commission des finances du Sénat, qu'on attend beaucoup de vous, que vous êtes exposé, que vous êtes visible, et que voilà, et donc vous avez pris sa responsabilité, vous continuez jusqu'au bout. Et donc voilà, donc j'ai continué, et puis on fait confiance, puis on fait, puis on s'expose, et puis on est dans un rythme. Et la question se pose, et quelquefois je me pose de prendre une disponibilité, c'est possible, pour faire reposer la mécanique, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'investissement professionnel, il y a les déplacements à l'étranger, qui mobilisent de l'énergie, parce qu'il faut préparer tous ces déplacements, et puis qui fatiguent aussi, et qui vous éloignent de votre famille. C'est des questions, c'est une question très juste que vous posez là, et il faut chercher, sa propre hygiène de vie, c'est à vous de vous la construire et de vous fixer vos propres règles. Je ne veux pas dire que j'ai 3560, ce que je disais à M. Charles-Froger juste avant, j'ai 3560 courriels non lus à titre professionnel, 65 000 à titre personnel, ça c'est du vrai, après ma messagerie, mais parce que je n'arrive pas à suivre, je ne suis pas en capacité de pouvoir suivre toutes les sollicitations qu'on me donne, et voilà, j'ai accepté les règles du jeu, si je puis dire, lorsque j'ai signé, mais voilà, c'est un point d'attention que vous soulevez qui est très important. Ouais. Ouais. François Monsieur et le Royaume-Uni travaille au gouvernement. Est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder l'état des finances publiques de la collectivité? Alors est-ce que je les ai regardés de manière approfondie? La réponse est négative, mais je crois que voilà, la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a un prêt à rembourser, que l'année dernière, moi je sais, je donne des éléments de contexte, qu'on a eu recours, en tout cas le haut-commissaire, recours à la Chambre territoriale des comptes pour faire approuver le budget, en tout cas, contrôler le budget. Ça se passe aussi en métropole, et lorsque on arrive à cette situation-là, c'est que voilà, on est dans une situation qui n'est pas complètement normale, qui doit y avoir certainement des équilibres. Maintenant, compte tenu en fait des actifs, de la richesse que représente en fait le potentiel calédonien, je suis de nature optimiste. Et ce que représente l'endettement en fait de la Nouvelle-Calédonie au regard en fait de ce que la France elle-même métropolitaine,
possède comme dette publique. Enfin, si on regarde les proportions, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Enfin, je pense qu'on trouvera des issues favorables pour pouvoir assainir. Alors après, je pense qu'il faut aussi, si on veut assainir la situation des finances publiques en fait, d'un pays, d'un territoire, il faut aussi s'appliquer en fait, des mesures de bonne gestion. Et ça je pense qu'il y a une certaine rigueur dans les gestions à adopter. Et ça, c'est vrai partout, hein. C'est ce que je le dis en général. Ça a été vrai dans les parcs nationaux, ça a été vrai à l'aéroport de Marseille-Provence, ça a été vrai pour l'agence de services de paiement, les versements des aides agricoles, le secteur de la politique agricole commune, les chambres d'agriculture, parce que je n'ai pas dit que voilà, les chambres départementales régionales d'agriculture, c'était aussi mon périmètre de contrôle. Et donc voilà, enfin, je pense qu'à un moment, voilà, vous avez c'est comme dans une entreprise, hein, vous avez des dépenses, des charges, vous avez des recettes, un chiffre d'affaires, et après, soit vous êtes dans une situation de marge bénéficiaire, marge déficitaire. Et il ne faut pas confondre recettes, chiffre d'affaires et marge bénéficiaire. C'est tout ça l'enjeu, mais là j'ai repris en fait, des cas d'école en fait, très simples. Oui. Bonsoir Sébastien. Oui. Bonsoir, Emmanuel. Vous avez dit, dès lors que vous avez voulu partir, que vous avez voulu renoncer à beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, après tous ces renoncements, est-ce que vous vous posez la question, j'ai envie de rentrer quand j'aurai fait le but? Alors quand je suis là, oui, je me pose cette question. Et finalement, voilà ce que dit Charles, à la Cour des comptes, comme je suis assailli de dossiers, j'y pense plus. Mais quand je revois des personnes, quand je suis là, forcément, j'échange par messagerie. Alors la messagerie électronique, ça a vraiment sauvé en fait, le lien avec le territoire. Ça permet de garder un contact. Alors, est-ce que les renoncements, en fait, je ne me pose pas cette question de cette manière-là. J'ai toujours envie d'entrer, en fait. C'est toujours en moi, en fait, l'attrait de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est vrai que la situation sanitaire, en fait, il faut le mettre au regard, en tout cas, de mon rythme professionnel. Je n'ai pas pu venir parce que passer 2 semaines dans un hôtel pour une semaine de présence, c'était pas avantageux. Mais venir de manière plus pérenne, pour moi, revenir, oui, c'est quelque chose qui a un intérêt si je peux apporter de la valeur ajoutée en fait, sur le territoire, si je peux faire quelque chose pour le bien-être général, pour l'intérêt général, oui, ça peut m'intéresser. Parce que je sais que ça pourra aider chacun de nos concitoyens et citoyens, parce que j'ai ce sens de la mission. Parce qu'en réalité, ça fait beaucoup d'années en fait, que la Nouvelle-Calédonie me manque. Maintenant, si je prends le ton de l'humour, j'ai rencontré une Parisienne qui a peur de l'avion et un Parisien aîné, vous voyez, qui a 10 ans. Et là, la faire rentrer dans un avion, vous voyez, il faut pas mal de Xanax, un rendez-vous chez le médecin 1 mois avant et pas mal de nuits blanches, parce qu'il y a ce stress de l'avion.
Bon, ça, c'est pas de chance, j'ai choisi le mauvais lot. J'aurais dû mettre dans le questionnaire de début adore l'avion, pas de problème avec l'avion. C'est vrai que le Paris-Nouméa, ben voilà, si vous avez peur de l'avion, ça peut être un souci, mais voilà, c'est une question qui se pose. Mais sur la réponse, moi, avec Edelie, c'est les renoncements qui ont été faits, ils sont toujours présents. Parce que renoncer à un pays comme la Nouvelle-Calédonie, avec l'ensemble en fait, des caractéristiques, que ce soit de sa population, du potentiel en fait, de ce pays, que ce soit économique, sociologique, culturel. Enfin, voilà, c'est des choses que je ne retrouve pas dans une mégapole, hein, si on associe le grand bassin parisien de 14 millions d'habitants. C'est sûr que je préfère la qualité des relations qu'on peut entretenir ici avec l'ensemble des communautés que être serré comme une sardine dans le métro parisien. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me manque, mais ce manque, il est ancré en moi, en fait. Je suis presque immunisé, mais c'est vrai que je le ressens tous les jours. Merci Sébastien. Je voudrais juste, quand tu sais que je suis au monde de Malheureux, je crois qu'on vit une période où on a besoin de chirurgiens. Et pas de chirurgiens esthétiques, mais de chirurgiens de structure. On est à un moment donné de notre histoire où je pense on parle souvent en ce moment une recherche compulsive de talents calédoniens. Et on a tendance à oublier qu'on a des talents éprouvés calédoniens. Et le Calédonien qui suit j'espère vraiment que dans le chemin que nous sommes en train de vivre, que tu pourras revenir pour partager toute l'expérience et l'expertise qui est la tienne. Parce que je crois qu'on a besoin des gens comme toi aujourd'hui. Et je tiens à te remercier. Parce que pour dire aux gens qui sont ici, que j'entends derrière toi, derrière tes propos, que tu as une vocation de servir. Et malheureusement, ce sentiment de vocation se perd. Et je sens que notre jeunesse a besoin de retrouver cette vocation, mais peut-être d'une manière différente, et que ça se construit en avançant. En tout cas, je voudrais juste dire que ce monsieur a est éthique. Car je l'ai invité à venir donner des formations à l'Institut de formation de l'administration publique pour partager son savoir-faire, son expérience, mais aussi son savoir-être, et à refuser d'être rémunéré. C'est quelque chose que je voulais dire là, Sébastien, c'est que ta vocation pour servir le pays, l'Hexagone, mais aussi ton amour de la Nouvelle-Calédonie, n'a pas de doute. Et voilà, je voulais partager ça avec tous ceux qui sont ici. Parce qu'au-delà de l'homme, le professionnel, l'expert défini, tu es un homme bon. Et tu le démontres par le faire. Et je voudrais te remercier d'avoir partagé avec tous les agents de la Nouvelle-Calédonie et d'autres provinces ton temps, gratuitement. Parce que tu ne viens pas de n'importe où. Tu viens de la Cour des comptes. Voilà, je voulais juste préciser ça. Parce que derrière cet homme-là qui parle, il y a un contrôle. Et j'espère qu'on va continuer à cheminer ensemble et que tu pourras venir partager de plus en plus au niveau des fonctionnaires, non seulement ton expertise, mais ta vocation. Et je pense que je voudrais remercier aussi l'Université de la Nouvelle-Calédonie d'avoir mis cette tribune, parce que je pense que nos étudiants
ont besoin d'entendre des paroles telles que la tienne, qui est nourrie et pétrie de vocation pour servir l'autre. Et quoi qu'il arrive demain, dans notre pays, nous aurons toujours besoin d'une expertise comme la tienne. Et j'espère que les étudiants qui sont ici, dans notre université, chemineront vers ce chemin-là. Parce que d'un point de vue personnel, en tant que calédonien, politicien, j'ai l'impression que notre pays a été pendant 30 ans en chantier, a tout le temps construit. Et j'ai eu l'occasion de le dire au ministre Darmanin, au ministre Tarico, Jésus-Christ était calédonien. Donnez-lui un morceau de pain, il le triplera. 3 compagnies d'avions, 3 usines, 3 provinces. On a une capacité à multiplier et à construire. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une génération de gestionnaires, de contrôleurs, d'auditeurs et d'évaluation des politiques publiques dont tu parles. Je n'ai pas l'impression que le pays ne saisit ni même la syllabe de chaque mot, ni même l'entièreté de chaque mot qu'on entend quand on dit évaluation des politiques. Donc merci à toi, Sébastien, d'avoir fait ce chemin. Et j'espère que, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'étudiants ou d'agents, mais tu les as vus, les agents, à l'Institut de formation de l'administration publique. Et cette vidéo-là qui est en train de capter ton témoignage, il sera entendu par le plus grand nombre. Je vais m'arrêter là parce que ça va s'appeler après de la flagornerie. Mais c'est avec toute sincérité que je te dis c'est. Merci. Merci beaucoup, Muller, en fait. C'est très touchant. Moi, ma seule ambition, c'est si j'arrive à peut-être convaincre déjà 1 à 2, 3 personnes, en fait, si je peux être une source d'inspiration pour ces personnes-là, c'est gagné. C'est gagné parce que voilà, c'est les petits fleuves, c'est ça, enfin les petites rivières, les grands fleuves. Et je pense qu'il faut, à titre personnel, c'est sûr que on porte tous sa propre histoire, on porte tous une histoire. C'est sûr que pouvoir servir l'intérêt général calédonien, pour moi, ce serait c'est quelque chose qui me fera vibrer davantage, battre mon cœur davantage que, vous savez, quand vous êtes dans un pays de 66 millions d'habitants, que vous avez un lien, pas forcément lien avec le territoire. Le territoire, quand je parle territoire, c'est pas le territoire de la Calédonie, mais les territoires. Quand je suis en Normandie, au Pays Basque, en Gironde, en Alsace-Lorraine, j'ai pas les rires du marché de Nouméa, j'ai pas les rires des petits cougniers de la baie de Cuteau ou de Vao, et j'ai pas en fait voilà tout ce qui a bercé mon enfance. Tout ce qui a bercé mon enfance en Nouvelle-Calédonie, et ça reste ancré. Toute ma famille qui est là, donc voilà. Cette hypothèse n'est pas exclue totalement d'un retour, et ce serait un juste retour sur investissement, parce que j'ai eu mes 14 et 15 premières années en fait, de scolarité ici, avec des retours tous les ans, et j'ai laissé, en fait, c'est pas moi, c'est moi qui suis parti, mais toute ma famille est restée là. Donc, ce serait qu'un juste retour. Je ne sais pas si des mots de remerciement. Merci beaucoup pour cette intervention, cet échange riche, et puis en espérant effectivement que ça va se naître quelques vocations, que ça confirme quelques vocations pour le service public. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement.